Mais à 4 000 euros, on n'est pas riche. À partir de combien est-on riche? 4 000 euros par mois, pour moi, c'est classe moyenne. Vous dire le fond de ma pensée, c'est que si vous faites croire aux gens qui ont vraiment des difficultés qu'être riche, c'est gagner autour de 4 000 euros par mois, je peux vous dire que les vrais riches, ils se tapent les mains sur les cuisses de rire. C'est-à-dire que si vous faites croire aux gens qui n'ont pas d'argent que être riche, c'est en fait le niveau de vie de la classe moyenne un peu supérieur. En France, avec 4 000 euros net par mois, sommes-nous vraiment riches? Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase. En France, on ne sait plus qui est riche. Pourtant, on n'a jamais eu autant de chiffres, autant de débats et paradoxalement, autant d'idées fausses. Certains disent qu'à 2 500 euros net par mois, on fait déjà partie des nantis, des riches. D'autres répondent que non. Pour moi, on est riche quand on regarde pas les prix. Quand on fait les courses, c'est vraiment le symbole. Et qui a raison? Et surtout, à partir de combien est-on riche vraiment? Parce que le mot riche ne parle pas de la même chose, qu'il s'agisse de salaire, de patrimoine ou bien de sentiments personnels. Et c'est tout le problème. Alors décortiquons ensemble, chiffres à l'appui, ce que gagnent vraiment les Français, à partir de quand sommes-nous considérés comme riches et pourquoi nous nous trompons, la place du patrimoine dans la richesse, la place de l'héritage, mais aussi l'autre face de la médaille, la place de la pauvreté en France. Et commençons par une question simple, combien gagnent réellement les Français ? Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'investir. Et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment et reprendre le contrôle total de votre argent. S'investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie, ainsi que le cabinet S'investir Conseil qui réinvente l'expérience de la banque privée à partir de 100 000 euros avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos et pourtant, seulement 1 personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir, mais surtout pour ne rien rater, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Pour comprendre qui est riche, il faut déjà savoir ce que gagnent les Français. Et la première surprise, tout dépend du chiffre qu'on regarde. En 2024, selon l'INSEE, le salaire net moyen dans le privé, à temps plein, c'est 2 733 euros net par mois. C'est la moyenne de tous les salaires. Mais le salaire médian, lui, n'est que de 2 190 euros. Autrement dit, 50% des salariés gagnent moins que cette somme et 50% des salariés gagnent plus. Et c'est ce chiffre-là, la médiane, qui reflète le mieux la réalité du pays. Pourquoi ? Parce que le salaire moyen est toujours tiré vers le haut par les très très gros revenus, ce qu'on va découvrir juste après. Donc il y a ceux qui gagnent plusieurs millions d'euros, parfois dizaines de millions d'euros par an, et qui gonflent donc la moyenne, alors même qu'ils sont très minoritaires. Mais où se situent les salariés du privé français dans tout ça ? Si on divise la population en 10 tranches égales, qu'on appelle déciles, voici ce qu'on obtient. 10% des Français gagnent moins de 1 492 euros net par mois. C'est le premier décile, D1. 10% gagnent plus de 4 334 euros net par mois. C'est le 9e décile, D9. Et au milieu, on a la médiane à 2 190 euros. Maintenant qu'on a une vue d'ensemble, creusons un peu pour observer le fossé, celui entre les différentes catégories socio-professionnelles. Et là, les salaires peuvent varier du simple au double. Un cadre gagnera en moyenne 4 629 euros net par mois, alors qu'un ouvrier, 2 051 euros. Et selon le secteur d'activité, c'est le même constat. Un salarié du secteur de la finance gagnera en moyenne 4 123 euros, alors que dans le secteur de la restauration, on sera en moyenne à 1 979 euros net par mois. Et puis, il y a l'écart entre les femmes et les hommes. Dans le privé, en 2023, le revenu salarial moyen des femmes est 22% inférieur à celui des hommes. Vous allez vous dire que c'est à cause des écarts de carrière ou de temps partiel. Eh bien, sachez que même à temps plein équivalent, l'écart reste de 14%. Et sur un poste équivalent, même métier, même entreprise, l'écart se réduit mais reste encore environ à 3,8%. Il ne disparaît pas complètement. En clair, la France a progressé, mais l'égalité salariale n'est toujours pas une réalité. Donc non, la moyenne des Français, ça n'existe pas vraiment. Et être au-dessus de la moyenne ne veut pas dire être riche. On vit dans un pays où le revenu médian cache des réalités très différentes. Alors justement, à partir de combien est-on riche en France ? Pas à l'aise, pas confortable, riche. Pour ça, tout le monde a sa propre définition. Pour certains, c'est un salaire à 5 chiffres. Pour d'autres, c'est simplement vivre sans compter. Mais statistiquement, il existe une réponse officielle. En France, l'Observatoire des inégalités définit la richesse à 2 fois le revenu médian. En 2024, le revenu médian étant de 2 190 euros net par mois, on considère qu'une personne seule est riche à partir de 4 380 euros net par mois, ce qui correspond presque au 9e décile. Autrement dit, environ 10% des Français, selon cette définition, sont riches. Alors ça c'est bien,
Mais tout le monde n'est pas célibataire sans enfant. Comment savoir si notre famille est riche? Et c'est là que l'échelle d'équivalence utilisée par l'INSEE entre en jeu. Pour mieux comprendre, un adulte, c'est 1 part, chaque adulte en plus, c'est 0,5 parts, et chaque enfant en plus, 0,3. Pourquoi? Parce qu'à 2 ou 3, on ne multiplie pas nos dépenses par 2 ou par 3. On mutualise le logement, l'électricité, Internet, la voiture, etc. Pour un couple sans enfant, ce seuil passe donc à 6 570 € net par mois. Pour un couple avec 2 enfants, on multiplie le revenu par 1,1, ce qui donne un seuil de richesse autour de 9 198 € net par mois pour le foyer. Ça, ce sont les repères officiels. On a donc cette barre de richesse, de riche. Et tout en haut de l'échelle, mais qu'est-ce qui se passe? D'après les données de l'INSEE, si vous voulez faire partie du top 1%, il faudra gagner plus de 7 512 € net par mois. Pour le top 0,1%, il faudra dépasser les 19 514 € net par mois. Et le top 0,01%, 70 879 € net par mois. Donc à 7 500 € net par mois, vous faites partie des 1% des Français les mieux payés. Sauf qu'il y a un problème. Même quand on franchit ce seuil statistique, la plupart des gens ne se sentent pas riches. Pourquoi? Eh bien parce que la richesse, ce n'est pas seulement ce qu'on a. Et c'est là que tout le monde se trompe. À ce stade, vous vous dites peut-être, ok, à 4 300 € par mois, on est riche, mais je connais des gens qui gagnent ça et qui galèrent encore. Vous avez raison. D'abord, tout dépend d'où l'on vit. À Paris, on est considéré riche à partir de 4 957 € net par mois. À Roubaix, ce seuil est 2 fois moins élevé, il tombe à 2 430 €. Pourquoi? Principalement à cause du logement. À l'achat, le prix moyen de l'immobilier à Paris tourne autour de 9 645 € le mètre carré pour un appartement, contre 1 974 € seulement à Roubaix. Et à la location, c'est la même histoire. Environ 32 € par mètre carré à Paris pour un appartement, contre 14 € à Roubaix. C'est 5 fois moins cher d'acheter à Roubaix et 2 fois moins cher d'y louer. Et les ratios sont les mêmes pour une maison. Autrement dit, 2 personnes qui gagnent la même chose n'auront pas du tout le même niveau de vie selon la ville où elles habitent. Et ce n'est pas une question que d'immobilier, mais aussi de commerce, de restaurants, même l'alimentaire, dont les prix sont plus élevés de 7% en moyenne en région parisienne. En clair, faire l'amalgame avec des seuils de richesse à l'échelle de la France, c'est un peu comme comparer 4 000 € en France et 4 000 € en Suisse. Le pouvoir d'achat n'a rien à voir. Mais la richesse, ce n'est pas qu'une question de coût de la vie. Il existe un autre point clé, la perception personnelle de son niveau de richesse. C'est ce qu'a montré l'économiste Richard Esterlin, et c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Esterlin. Quand le revenu moyen augmente dans un pays, le niveau de bonheur stagne au-delà d'un certain seuil. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que notre satisfaction s'habitue à un certain confort, et toute augmentation n'est ensuite que marginale dans notre perception. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi notre jugement par rapport aux autres. C'est exactement ce que confirment les chercheurs Andrew Clark et Claudia Sénic. Dans leurs travaux, notre satisfaction dépend davantage de notre revenu relatif que de notre revenu en valeur absolue. Autrement dit, ce n'est pas tant ce que vous gagnez qui compte, mais c'est aussi à qui vous vous comparez. Si vous gagnez 3 500 € et que votre entourage en gagne 2 000 € en moyenne, vous vous sentez à l'aise. Mais si tout le monde autour de vous gagne plus de 5 000 € par mois, vous vous sentez presque en retard. C'est la perception qui l'emporte sur la réalité absolue. Mais alors, pourquoi la plupart des gens statistiquement riches ne se sentent pas riches? Tous vivent avec des gens qui gagnent plus qu'eux? Pour ça, il faut remonter encore plus loin au psychologue Léon Festinger, qui l'avait déjà observé dans les années 50. Notre cerveau évalue sa réussite par comparaison sociale ascendante. On regarde toujours ceux qui sont juste au-dessus de nous. Celui qui gagne un peu plus, celui qui a une plus belle maison ou celui qui part en vacances plus loin ou plus longtemps. Et c'est ce qui explique cet autre paradoxe. On est finalement tous le pauvre de quelqu'un. Parce qu'autour de nous, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux ou qui feint de faire mieux. Et ce sentiment d'être en dessous ne disparaît jamais. Même Bernard Arnault, qui cherche continuellement à accroître sa richesse, peut être certains jours le pauvre d'Elon Musk. Et cette illusion est renforcée en permanence par ce qu'on regarde. D'après l'Arcom, à la télévision, 74% des visages appartiennent à des CSP+, à la catégorie socio-professionnelle supérieure, alors qu'ils ne représentent que 28% de la population. Et sur les réseaux sociaux, on ne voit que les signes extérieurs de richesse. Voyages, voitures, restaurants, style de vie parfait. Notre horizon de comparaison est complètement faussé. On se compare à une minorité en croyant qu'elle représente la norme. C'est pour ça que certains riches ne se sentent pas riches. Et que même dans le top 10%, la majorité se dit de la classe moyenne,
supérieure certes, mais de la classe moyenne tout de même. On peut être riche statistiquement, mais vivre comme si on était juste à l'aise. Et c'est là qu'on comprend une chose essentielle. Le revenu, c'est le flux. C'est une photo mensuelle qui ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mais l'équation complète de la richesse doit inclure aussi le patrimoine, le stock, pas seulement la fiche de paye. Parce que la France est un pays riche, mais à forte inégalité quand on parle de patrimoine. Selon la Banque de France, le patrimoine net médian atteint 185 000 euros par ménage en France. Mais le patrimoine moyen, lui, est de 446 000 euros, presque 2,5 fois plus. Il y a donc une disparité forte. Comme pour les revenus, la moyenne est gonflée par une minorité très fortunée. L'Observatoire des inégalités fixe le seuil de fortune à 555 000 euros, soit 3 fois le patrimoine médian. Et pour entrer dans le top 10% des Français les plus riches, il faut un patrimoine d'au moins 716 000 euros. Pour le top 1%, environ 2,2 millions d'euros de patrimoine net. Bref, quand on parle de patrimoine, on ne joue pas dans la même cour. Alors, se comparer, ça n'a de sens que si on prend tout en compte. Parce que le patrimoine, c'est aussi une question d'âge. Et le pic se situe entre 60 et 69 ans. C'est logique, on a eu le temps d'acheter, de rembourser, d'épargner, parfois d'hériter. Si vous n'êtes pas au fait sur ça, j'ai fait une vidéo sur le patrimoine des Français, je mets le lien juste ici. Jusqu'à 69 ans, donc, ce patrimoine, il se construit lentement. Mais il peut aussi se transmettre. Et là, vous allez voir, les chiffres font réfléchir. Quand on parle de richesse en France, il y a un mot qu'on oublie souvent, l'héritage. Et pourtant, c'est là que se joue une grande partie du jeu. Aujourd'hui, environ 60% du patrimoine des Français vient de l'héritage, contre 35% dans les années 70. Autrement dit, la richesse d'aujourd'hui dépend de plus en plus de ce que l'on reçoit et de moins en moins de ce que l'on gagne et accumule. Et c'est ça qui est problématique. Plus le patrimoine se transmet, plus la mobilité sociale se fige. D'après l'OCDE reprise par l'INSEE, la France est un des pays européens les moins mobiles socialement. Selon leur estimation, il faudrait environ 6 générations pour qu'un enfant né dans les 10% les plus pauvres atteigne le revenu moyen du pays. Mais attention, ce chiffre est théorique. Ce n'est pas une généralité. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que la position de départ pèse très lourd. Sans héritage ou sans coup de pouce majeur, monter prend du temps, parfois toute une vie. Alors on a beaucoup parlé des riches, mais un pays ne se juge pas seulement à son sommet. Il se juge aussi à sa capacité à protéger ceux qui sont en bas de l'échelle. Et parce que tout le monde n'a pas ce patrimoine au départ, il faut aussi regarder l'autre face de la médaille. À partir de quand on bascule dans la pauvreté en France ? Une fois payé son loyer et toutes ses charges, il lui reste entre 150 et 200 euros par mois pour vivre. Et là, les chiffres de 2023 sont sans appel. Selon l'INSEE, le taux de pauvreté a atteint 15,4% de la population française. 9,8 millions de personnes en France vivent avec moins de 1 288 euros par mois. C'est une hausse de 650 000 personnes en un an, du jamais vu depuis 1996. Et derrière ces statistiques, ces chiffres, il y a des visages, il y a des vies. Le profil type d'une personne pauvre en France aujourd'hui, c'est une femme seule, célibataire, avec un enfant ou plus, souvent urbaine, locataire, avec un emploi très précaire ou à temps partiel subi. Mais il existe un piège, la trappe à inactivité en France. Ils m'ont attribué un droit au logement, ils m'ont attribué un droit au RSA, ça fait à peu près 1 100 euros. Pour certains, travailler ne paie presque pas plus que ne pas travailler. Si on additionne le RSA plus les aides au logement plus les aides annexes, on peut arriver à environ 1 100 euros par mois. Le SMIC net est à 1 426 euros par mois. 326 euros de plus, souvent effacés par les coûts de transport, la garde d'enfants et la perte de certaines aides sociales. Résultat, pour beaucoup, reprendre un emploi n'est pas rentable à court terme. C'est ce qu'on appelle un piège social et c'est surtout un échec collectif. Parce qu'un système qui n'incite plus à travailler finit par enfermer les plus fragiles. Alors riches ou pauvres, tout dépend du prisme. En France, on ne sait plus très bien qui est riche, mais on voit de mieux en mieux qui décroche. Et c'est peut-être là que devrait se concentrer le vrai débat. Pas sur combien gagne le top 1%, mais sur comment permettre aux 50% du bas de remonter. Parce qu'au fond, la richesse d'un pays, c'est aussi sa capacité à donner une chance réelle à chacun. Et cette chance, je suis persuadé qu'elle passe aussi par l'éducation financière. Un domaine où la France a encore beaucoup de retard. Et ce manque nous pousse souvent à ne pas investir du tout, à laisser dormir son argent sur le compte courant, à se contenter de remplir des livrets réglementés jusqu'au plafond ou rester enfermé dans les produits proposés par les banques traditionnelles
énormément chargés en frais sans jamais explorer les autres solutions, faute d'informations claires. Pour les plus précaires, le manque d'éducation financière, c'est souscrire à des crédits à la consommation, c'est être très souvent à découvert, c'est payer de plus en plus d'agio et se mettre encore plus dans le rouge et s'enfermer dans une spirale sans fin, parfois jusqu'au surendettement. Il y a donc un paradoxe en France. On a oublié de parler d'une chose essentielle, ce que font les Français de leurs revenus. Le patrimoine des Français, c'est avant tout de l'immobilier, environ 62% du total. Ensuite viennent le patrimoine financier, donc des livrets, assurance vie, placement, ça représente 21%. Ensuite, le patrimoine professionnel, entreprise, part de société, c'est 11%. Et le reste, c'est du mobilier, des véhicules ou des objets de valeur. Le patrimoine des Français, c'est donc avant tout de la pierre. Près de 60% des ménages sont propriétaires de leur logement. Et c'est là que le paradoxe français saute aux yeux. On est l'un des pays d'Europe avec le plus de propriétaires, mais aussi l'un de ceux avec le moins d'actionnaires individuels. Pourtant, les Français épargnent beaucoup, mais ils investissent peu dans les actifs productifs, entreprises, actions, obligations, etc. Et pourtant, ce sont justement ces actifs qui créent de la valeur et du revenu passif à long terme. Miser uniquement sur l'immobilier, c'est bien, mais c'est comme jouer une partie d'échecs avec un seul pion. En plus de ça, aujourd'hui, l'immobilier devient de moins en moins accessible au plus grand nombre. Beaucoup de Français n'arrivent plus à se loger, ni à acheter, ni à louer. Ma première question, elle est simple, Véronique Bédag. Comment vous qualifiez, vous, la crise immobilière que connaît la France aujourd'hui ? Je le dis au fond depuis au moins 1 an, c'est une crise d'une violence inégalée. On se retrouve donc avec des Français qui ne savent plus quoi faire de leur argent, impossible pour eux d'investir en immobilier et aucune éducation financière pour en faire autre chose. Le vrai enjeu est donc d'apprendre aux Français d'avoir un patrimoine progressif, diversifié, qui croît au fil du temps, avec des actifs productifs. Donc, si vous voulez reprendre le contrôle sur votre argent, préparer votre retraite, diversifier votre patrimoine intelligemment, j'ai créé une formation offerte qui vous montre comment faire exactement étape par étape. C'est le premier lien en description. Donc au fond, la richesse, ce n'est pas ce qu'on a, c'est aussi ce qu'on en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez de vous éduquer, de comprendre, de construire votre liberté financière et de répandre l'éducation financière en France. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et je vous dis à la prochaine. Et peu importe vos revenus, votre âge ou votre patrimoine, vous pouvez commencer à investir dès 50 €. J'explique dans cette vidéo comment faire. Cliquez ici pour la visionner.